D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, ce que je peux avoir sur la face, autant vous dire la vérité, voilà, j'ai secouru un car enflammé de veuves et d'orphelins et en sortant de là, je me suis pris un morceau de météorite, enfin, mauvaise journée pour moi, où c'est mon fils qui voulait pas lâcher la pâte à modeler avant de rentrer dans la voiture, puis qui m'a griffé. Scénario 1. Je m'appelle Max, je suis un des fondateurs de My Little Big Web. Donc, on est une agence web située à Montréal et on est spécialisé dans tout ce qui est création de sites web et marketing web, donc tout ce qui est référencement naturel, publicité en ligne et gestion des réseaux sociaux. En gros, notre travail, c'est de ramener des clients à nos clients en les aidant à améliorer leur présence numérique. Dans cette vidéo, je parle pas de marketing web nécessairement, bien que j'aborde quand même toujours un petit peu ce sujet-là. Le but, c'est de parler aux dirigeants, aux entrepreneurs sur des thématiques variées. Là, aujourd'hui, on va parler de récession. Ça va être super drôle, cette vidéo. Comment s'y préparer? Comment y faire face? C'est un sujet important, nous allons en parler en 8 points. On entend parler de potentielle récession depuis un certain temps. Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je suis beaucoup l'économie, déjà parce que j'aime beaucoup ça. J'ai une licence en économétrie, donc clairement, tout ce qui est économie, géopolitique, je m'y intéresse. Mais ça me permet aussi d'éventuellement voir arriver, on va dire, les nuages. Ça me permet d'anticiper éventuellement les soldes sur les marchés financiers ou en immobilier, mais ça me permet aussi de voir un petit peu comment j'envisage l'année suivante pour mon entreprise, puisque clairement, en tant que chef d'entreprise, je dois faire des choix. Est-ce que je recrute? Est-ce que je recrute pas? Est-ce que j'augmente les gens? Est-ce que je leur explique comment ça se passe? Etc. Mais il n'empêche que dans toutes les bouches actuellement, il y a de plus en plus de gens qui me parlent d'une éventuelle récession. Je sais que ça peut être une grosse source de stress pour quelqu'un qui souhaite même se lancer à son compte. Est-ce que c'est le bon moment? Ou quelqu'un qui vient de se lancer? Ou quelqu'un qui a tout simplement son entreprise bien établie comme moi? Moi, j'ai pas mal identifié, on va dire, 8 astuces, 8 conseils que je peux vous donner si vous voulez être sûr d'être bien prêt et surtout d'y faire face. Donc, commençons. Soyez excellent dans ce que vous faites. Quand il y a eu, par exemple, les 10 dernières années, c'était clairement des années marquées par une forte croissance. En tout cas, en Amérique du Nord, on l'a clairement vu. N'importe qui pouvait trouver du travail facilement. N'importe qui pouvait trouver des clients facilement puisque tout le monde est prêt à consommer. Pendant la Covid, ça a été encore pire puisque le gouvernement à imprimer du cash. Donc, on avait de l'argent plein les poches et les gens n'étaient pas trop regardants. Si on est en période de récession, d'inflation, de stagflation, bref, à chaque fois qu'il y a sion dedans, c'est pas bon. Ça veut dire que globalement, l'argent va venir à manquer. L'argent va coûter plus cher. Les entreprises vont peut-être moins investir et vont faire beaucoup plus attention à leurs dépenses. Donc, clairement, il y a encore 6 mois, au moment où je tourne cette vidéo, même les nuls, ils trouvent des clients puisqu'on est en pénurie de tout. Et même s'ils sont chers, je pense que ça va évoluer. Si en tout cas on rentre en récession, clairement, les gens vont pas avoir d'argent à perdre, à tester, on va dire, le premier qui est disponible. Donc vraiment, soyez excellents dans ce que vous faites puisque les gens, potentiellement les consommateurs, les clients, ils vont avoir le choix. Comme je l'ai dit, ils n'auront plus d'argent à perdre. Donc, si vous êtes très bon dans ce que vous faites, vous allez forcément profiter entre guillemets de cette récession ou du moins passer au travers. Il n'y a pas de place pour les nuls quand on est en période de vache maigre. Donc clairement, si vous êtes déjà excellent dans ce que vous faites, c'est parfait. Si jamais c'est pas le cas, c'est le moment d'acquérir les compétences, c'est le moment d'élever un petit peu le niveau parce que je pense encore une fois que seuls les meilleurs entre guillemets vont rester et ça s'est toujours passé comme ça dans tous les cas. C'est les plus solides qui restent et qui à la fin dominent leur marché. Donc en réalité, une récession, ça peut être une opportunité. Comme je l'explique souvent, quand on voit par exemple la chute des marchés boursiers, il y en a qui se disent « Oh là là, c'est en train de partir en live, sauf qui peut, Janine !» Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mon Jacob? Rien, mais regarde, tout est en train de chuter. En fait, tout est en train de chuter parce que les gens vendent. En réalité, c'est des soldes. Quand on voit que Meta a perdu 50%, Adobe a perdu 60%, mais c'est des boîtes qui vont rester après la récession, si la récession arrive. Sauf que là, ceux qui investissent dans ces entreprises-là, et je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne suis pas conseiller financier, mais il n'empêche que c'est clair que c'est les soldes. Et quand il y a une récession et qu'on est solide et qu'on reste, on se partage le marché avec beaucoup moins d'acteurs puisqu'il y a des morts un peu partout. Alors c'est un peu glauque ce que j'explique, mais là où il y a une menace,
il y a une opportunité. Si vous n'êtes pas excellent dans tout ce que vous proposez, eh ben, enlevez les services dans lesquels vous n'êtes pas vraiment bon parce que l'heure n'est plus à la diversification, l'heure est à la spécialisation. Comme je l'ai dit, les clients vont vouloir des valeurs sûres. Mettez en avant votre réelle expertise sur votre domaine de compétences. Laissez le reste aux autres. C'est beaucoup plus payant dans ce genre de cas. Conseil numéro 2, identifiez vos forces et vos faiblesses. Je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas si ça rentre dans vos forces ou dans vos faiblesses, mais c'est hyper important de bien identifier ça pour, encore une fois, renforcer les forces et essayer de combler les faiblesses. La formation ou la qualification de vos équipes, c'est hyper important d'investir dans la formation déjà de manière générale, mais encore plus en période de récession, parce que comme je l'ai dit, on va chercher les meilleurs. Ça revient au point numéro 1. Si vous êtes une entreprise de service ou même si vous vendez des produits, vous devez absolument avoir des équipes formées, calées sur leur domaine pour vraiment être capable de vous démarquer parce qu'encore une fois, on va vous référer, les clients vont parler de vous, tout passe par la formation et même vous d'ailleurs, formez-vous, encore une fois, soyez bien conscient de votre marché, c'est le moment de sortir de sa zone de confort et clairement de réouvrir les livres et de se former. Ne négligez pas le service après-vente. Et ça, c'est méga important. Quand on est dans une économie où il y a une pénurie de fournisseurs ou quand on est dans une situation de monopole, par exemple, parce qu'il y a 2-3 acteurs, souvent, j'ai constaté qu'il n'y avait pas réellement de service après-vente ou qu'il n'était pas vraiment bien, on va dire, ce service après-vente. Et pour moi, mais c'est une erreur. D'ailleurs, c'est une erreur de base. Mais vraiment, c'est hallucinant à quel point on perd de l'argent si on n'offre pas un bon service client parce que c'est ça qui développe le bouche à oreille. C'est ça qui fait que le gars va se dire « Ok, même si ça fait 2 ans que je leur ai pas parlé, ils sont toujours aussi aimables et courtois. » Et je vais vous donner 2 exemples. Un, c'est vraiment du service après-vente, l'autre un peu moins. Un exemple qui date d'hier, un client pour lequel on a fait son site en 2020, donc ça date un peu, m'appelle pour me dire j'ai pas reçu ma formation, c'était mon collègue à l'époque qui devait la faire, mais on l'a pas reçue. Est-ce que vous pouvez nous la donner? Ah oui. Je lui dis tout de suite oui, j'ai même pas cherché à savoir qui c'était. Bon, de toute façon, dans mes dossiers, je vais tout de suite voir s'il a reçu sa formation puisqu'on offre une formation gratuite quand les clients font un site web chez nous. Mais effectivement, c'est possible que la formation tarde. Là, j'aurais très bien pu jouer la carte du non, de toute façon, ça fait X années, non, c'est plus bon. Mais pourquoi? En réalité, nous, ça va nous prendre 1 heure, 1 heure et demie maximum. C'était inclus de toute manière. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup plus à gagner en prenant soin de nos anciens clients que en jouant la carte de la rentabilité à tout prix. Il est beaucoup plus difficile en période de récession d'acquérir de nouveaux clients que de fidéliser ses clients. Donc, concentrez-vous sur la fidélisation client et le service après-vente fait partie de la fidélisation client. Le deuxième exemple, c'est juste avant que je tourne cette vidéo. C'était mon appel d'avant. Le gars, il est conseiller financier. Donc, moi, je m'en souvenais plus. On l'appellera Étienne, puisque ses parents ont décidé de l'appeler Étienne. Il me parle de son besoin, etc. Lui, c'était référencement naturel et stratégie de réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Il voulait qu'on publie des publications pour lui sur LinkedIn, donc on le fait déjà pour pas mal de clients, c'est parfait. Et il me donne pas son budget. Et là, je continue de lui parler, etc. Et quasiment à la fin de l'appel, il m'annonce que, en fait, il nous connaît très bien parce qu'il y a 2 ans, il m'avait déjà appelé, qu'il est inscrit à notre infolettre, qu'il suit toutes nos vidéos YouTube et mes publications LinkedIn. Il me dit « Ah, j'aime bien tes publications que tu fais sur LinkedIn. » Donc en fait, ce gars était un prospect méga qualifié. Et en passant, il m'a annoncé que son budget mensuel, c'était 35 000 $. Donc quand je vous dis, faites bien attention à soigner votre service après-vente ou même les deals, on va dire, de gens qui sont pas pressés ou tout simplement ils expliquent qu'ils sont juste là pour avoir un peu d'informations ou qui vous posent des questions relatives à un service qu'ils ont eu chez vous. Soignez-les énormément. Il y a des petites surprises comme ça qui peuvent arriver. Et le gars m'a dit, c'est fou parce qu'il y a 2 ans, j'avais déjà eu une bonne impression et je savais déjà en fait que ça allait cliquer. Mais là, tu me confirmes encore plus qu'on va travailler ensemble. Donc là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec lui. Et qu'en est-il de votre notoriété? Donc, en gros, la notoriété, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que vous avez effectivement travaillé dessus? Est-ce que vous avez des avis clients sur vos produits, sur vos services? Parce que là aussi, quand les gens ne peuvent pas se permettre de se tromper, ils vont aller chercher des valeurs sûres. Et sur le web, on peut facilement justement afficher ses avis clients ou tout simplement s'afficher en fait tout court. La notoriété, c'est hyper important et en fait, ce qui est intéressant dans la notoriété, c'est que c'est très ingrat. Dans le sens où on travaille dessus, mais on n'a pas vraiment une certitude que ça fonctionne. Même quand on fait par exemple des vidéos YouTube.
quand on fait de la notoriété sur les réseaux sociaux, des articles de blog, des communiqués de presse, etc. On peut bien évidemment mettre des trackers pour savoir si ça nous génère du trafic, voire même éventuellement si ça nous génère des leads. Mais en réalité, vu que c'est de la notoriété, les gens vont surtout retenir notre nom et donc vont aller taper ça dans Google et ça peut être considéré comme du direct trafic. Donc ça tombe dans la case SEO. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est l'article de blog qui a permis d'aller chercher ce lead? Donc ça, on peut le savoir avec certains logiciels, mais ça reste quand même un petit peu flou. Donc la notoriété en période de récession, ce qui est génial, c'est que c'est l'un des premiers trucs que les gens arrêtent. Et c'est faux parce que si on arrête la notoriété, c'est un peu comme la salle de sport. On peut y aller pendant 6 mois, pendant 1 an. Si on arrête, on perd les résultats. Alors en réalité, Jules, qui est dans l'équipe et qui fait de la musculation, me dirait que non parce qu'il y a la mémoire musculaire. Ouais, bah n'empêche que j'ai repris mon bide. Oui, mais il y a la mémoire musculaire. Ok Jules. Il n'empêche que la notoriété, ça se perd vite. En réalité, tout est une question de constance. Il faut que les gens soient habitués à vous voir régulièrement pour passer par vos services. Et là où je trouve qu'il y a une formidable opportunité, c'est que justement, il y a beaucoup d'entreprises pour couper un petit peu les dépenses où elles peuvent. Elles vont arrêter la notoriété, donc littéralement bousiller la stratégie qu'elles avaient mise en place avant et vous laisser la place. C'est encore plus facile de briller quand il y a beaucoup moins de monde pour vous faire concurrence. Donc, travaillez votre notoriété encore plus en période de récession. Ce n'est clairement pas une dépense à couper, la notoriété. Au contraire, c'est ceux qu'on voit le plus souvent, qu'on entend le plus souvent, à qui on va penser en premier. Donc, travaillez votre notoriété. Qu'en est-il? Forcément de votre marketing. Je parlais de notoriété, mais en réalité, le marketing, pour parler en tout cas de marketing web, puisque c'est mon domaine, le référencement naturel, la publicité en ligne, la gestion des réseaux sociaux, Willow qui est en train de passer et qui fait du bruit avec ses pattes, tout ça doit être considéré. Le référencement naturel, la publicité en ligne, la gestion de communauté, c'est capital quand même on est en période de récession parce qu'encore une fois, les gens font des recherches en ligne. Avec la Covid, c'est encore plus le cas. Les gens se sont vraiment éduqués encore plus à faire des recherches. Donc, travaillez votre marketing web. Si vous le faites déjà, continuez. Augmentez éventuellement vos dépenses. À la limite que vous coupiez, c'est normal. Je comprends que vous coupiez des dépenses, c'est logique. Par exemple, les voyages d'affaires peuvent peut-être se faire par visio. Les salons qui coûtent 5 000 $ les 2 jours, et à vous de voir. Mais le marketing web ne doit pas être coupé. En même temps, je suis une agence de marketing web, donc gros parti pris sur cette portion, mais en même temps, c'est vrai. Mon équipe et moi, on enrichit littéralement les clients en période de vache maigre parce que ceux qui tiennent leur bout en marketing web voient souvent, pour le même budget, plus de résultats parce qu'il y a plein de concurrents qui coupent. Donc, encore une fois, travaillez votre marketing web. D'ailleurs, faites-le même avant. Attendez pas à une récession pour faire ça parce qu'encore une fois, quand le téléphone sonne moins, on est bien content d'être premier sur Google malgré tout parce que j'imagine pas ceux qui ne le sont pas. Gardez bien en vue vos concurrents. Encore une fois, en période de vache maigre, c'est la guerre et tous les coups sont permis. Donc, analysez ce que font vos concurrents. S'il y en a qui mettent les prix en ligne, analysez s'ils ont changé leur prix. Regardez si ça bouge. Regardez si, par exemple, tiens, eux, avant, ils publiaient tout le temps sur les réseaux sociaux. Là, ils ont arrêté. Opportunité. Tiens, là, ils ont mis à jour leur prix. Tiens, là, ils publient un petit peu moins sur leur site web. On les voit un peu moins présents. Rattrapez justement un éventuel retard, prenez de l'avance sur eux. Analysez bien vos concurrents. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils en ligne qui permettent d'avoir une vue sur le positionnement naturel des gens, même quasiment, évidemment, les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Les publicités qu'ils mettent en ligne, est-ce que leur publicité fonctionne? Franchement, dédier une ressource à ça, c'est pas une perte de temps en période de récession parce que là, n'importe quel client, on veut aller le chercher. Donc, connaissez bien votre compétition. Troisième conseil, segmentez vos clients. C'est évident que vous avez des clients plus rentables que d'autres. Segmentez-les parce que si vous êtes dans une période où il faut surtout pas perdre de clients, perdez pas votre temps entre guillemets avec des clients déjà plus ou moins infidèles ou à faible potentiel. Concentrez-vous déjà sur vos bons clients, rassurez-les, proposez-leur à la limite même des offres pour les conserver. C'est pas grave si vous êtes un peu moins rentable sur eux parce que si ce sont vos meilleurs clients, normalement ils vont rester. Je dis pas qu'il faut négliger les autres, mais encore une fois, on hiérarchise. L'idéal, c'est de garder tout le monde, mais on priorise, on segmente chaque client. Donc, vraiment, ayez une bonne vue sur rentabilité de chaque client, fiabilité de chaque client. Est-ce qu'il y a des clients, par exemple, où vous vous dites « Ouais, lui, je sens que s'il y avait une période de récession, je pense qu'il nous lâcherait. Mais lui, je crois pas. »
Ok, bah préparez-vous dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir tort, mais n'empêche que si vous connaissez bien vos clients, vous savez déjà sur quelle base vous appuyez. Si vous avez un peu trop de clients où vous pensez que je pense qu'ils nous lâcheraient, revoyez votre offre, commencez déjà à vous préparer à un éventuel changement, on va dire, de votre masse de clients. Quatrième conseil, ayez un bon fonds d'urgence. C'est logique. Fonds d'urgence, c'est quoi? C'est un montant d'argent dont j'ai besoin pour fonctionner. Par exemple, quand on envoie une facture au client, il ne paye pas instantanément. Alors certes, on a des clients qui payent par carte de crédit, et dans ce cas-là, effectivement, ça va. Mais même eux, la carte de crédit peut être refusée et on peut courir après. Ayez un bon fonds d'urgence parce que en période de récession, les gens, c'est humain, vont chercher à étaler leur paiement, à payer le plus tard possible. Et ils se retrouvent avec plein d'argent à donner et potentiellement ils choisissent. Parce que s'ils n'ont pas cet argent, il faut savoir qu'il y a des entreprises pour payer votre facture, elles ont besoin de recevoir un paiement. Donc s'il y en a un au bout de la chaîne de domino qui met du temps à payer, ça impacte tout le monde. Donc encore une fois, là où votre client payait en général sous 7 jours, là ça passe à 21 jours et puis c'est pas la mauvaise foi en soi, il faut que vous-même, vous ayez un plus gros fonds d'urgence, une plus grosse trésorerie pour justement éviter de rentrer en conflit avec vos clients. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller, on va dire, insister pour recevoir son paiement et à la fin de se dire là le problème est réglé, il arrête de toute façon. Donc on n'aura plus à courir après. Vous auriez peut-être dû avoir un plus gros fonds d'urgence encore une fois pour essayer de pallier à ça parce que ça va arriver, c'est clair et net. Quand je parle de fonds d'urgence, en réalité, j'ai un peu finalement, j'ai plus abordé le principe de fonds de roulement que de fonds d'urgence. Notamment vis-à-vis d'un point important, les employés. En Amérique du Nord, on paye les gens aux 2 semaines, parfois à la semaine. Mais si on peut pas les payer, on fait comment? Parce qu'il y a des chances pour qu'il y ait des démissions, il y a des chances pour qu'il y ait des départs. En tout cas, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un climat social spécial. Donc, ayez un bon fonds de roulement, un bon fonds d'urgence pour être capable d'assurer vos salaires parce que congédier un employé ou le mettre à pied, différence entre congédiement et mise à pied. Donc, congédiement, il est viré. Donc, il fait son préavis, il s'en va. Mise à pied, c'est, garde là, je te mets à pied parce que j'ai pas assez de travail pour toi. Donc, t'es pas viré en tant que tel. Tu peux chercher du travail ailleurs, mais j'ai 6 mois en gros pour te réembaucher. Ça peut coûter très cher, ça. Parce que, encore une fois, trouver des gens qualifiés qui s'intègrent dans l'entreprise, qui sont formés, ça coûte très cher. Les perdre pour une histoire de quelques semaines, mois où on peut pas les payer, même si ça fout les boules. Enfin, voir son fonds d'urgence, sa trésorerie baisser sans savoir de quoi demain sera fait, c'est méga stressant. Mais plus vous avez un fonds d'urgence important, plus vous pouvez justement faire face à ce genre de situation. Alors là, on parle vraiment de cas un peu extrêmes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la récession, à un moment, je sais pas, c'est officiel, il y a un truc qui se passe comme une bulle qui pète, tout le monde panique. Mais en fait, après, la poussière, elle retombe. Mais pendant cette période où ça y est, tous les médias en parlent, tout le monde a peur, il se passe 2-3 semaines, 1 mois. On va dire 2-3 semaines où les gens sont comme des poules sans tête, ça court dans tous les sens, c'est l'anarchie. Ensuite, la poussière redescend, mais on attend encore un peu. C'est comme il y a eu un bombardement, on sort pas dès qu'on n'entend plus rien. On attend encore un peu de voir ce qui se passe. Ça pareil, ça peut durer encore 2-3 semaines, puis après on se dit ok, c'est la nouvelle réalité, ok, il y a une récession, mais c'est pas si impressionnant que ça. Là, le téléphone peut se remettre à sonner parce que l'économie doit tourner. De toute façon, les entreprises n'ont pas le choix. Elles doivent continuer à produire, les clients vont continuer à consommer, quoi qu'il arrive. Et pendant cette période de 1 mois, 1 mois et demi, justement, c'est là où il faut faire très attention, c'est la turbulence, on appelle ça. Et ne virez pas vos gens et conservez vos gens. Si ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est clair qu'il va y avoir des mises à pied. Mais ce sera vous qui allez décider, pas votre fonds d'urgence, pas votre trésorerie qui va décider à votre place. Surveillez bien vos créances clients. Moi, j'attends pas qu'il y ait une récession pour faire ça. Tous les mercredis à 10h, j'ai ma réunion de facturation avec Mélanie, avec qui on passe au travers de toutes les factures. Et je veux avoir une vue sur qui me doit de l'argent. Parce que s'il y a 150, 200, 250 000 $ dans la nature, je veux le savoir. Déjà parce que ça me permet de voir est-ce que mon besoin en fonds de roulement augmente, est-ce qu'il y a une période un peu particulière, et surtout j'envoie un signal à mes clients. C'est-à-dire qu'en gros, le client qui dit qu'il paye à 30 jours, vous pouvez être sûr que le 31e jour, Mélanie elle va envoyer un message direct en disant en passant, vous n'avez pas payé. En passant, ça fait 2 fois que vous êtes en retard de paiement. Alors, c'est clair que ça peut froisser les clients, mais je m'en fous. Moi, je travaille pas gratuitement. Donc, encore une fois, n'attendez pas d'ailleurs une récession pour faire ça. Ayez vraiment une vue sur vos créances clients. Puis ça va aussi permettre de
voir qui, bizarrement là, lui ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous courez après les paiements. Peut-être que lui, vous pouvez le tasser un petit peu sur le côté et arrêter de travailler pour lui parce que si ça se trouve, vous travaillez gratuitement et il vous paiera jamais. Donc faites attention, ayez vraiment une vue sur vos créances. Et moi, je considère que là, 1 fois par semaine, c'est clairement pas trop. Dernier point concernant ce point, cleanez vos dettes. Carte de crédit, emprunt, je parle pas forcément d'emprunt hypothécaire, mais moins vous aurez de dettes, moins vous paierez d'intérêts et plus vous aurez l'esprit tranquille. Encore une fois, quand l'économie va pas bien, ça va peut-être vous impacter, vous aurez peut-être moins de revenus. Remboursez vos dettes dès que possible. 5e point, ayez une vision long terme. Là aussi, j'ai expliqué tantôt, il faut être flexible, etc. Ce qui s'est passé en mars 2020, je me souviens, notre Premier ministre de l'époque, François Legault, nous annonce confinement général. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? C'est la merde. En gros. Donc confinement général, l'économie s'arrête, la Covid est là, etc. Nous on est devant notre télé avec Eugénie, on comprend pas trop, mais on sent que ça pue. Et cette journée-là, franchement, c'était horrible. On a reçu des appels clients, des courriels, mise en pause de mon forfait, il faut qu'on s'appelle. Franchement, c'était la folie, mais c'était stressant. Parce que là, moi j'ai des clients, ils sont sous contrat. Donc en gros, ils sont pas censés arrêter leur campagne comme ça du jour au lendemain. Et là, je sais pas quoi faire parce que je me dis, est-ce que je me sers du contrat pour me baquer, pour survivre? Est-ce que je fais preuve de compréhension en me disant, si je fais preuve de compréhension, ils vont peut-être réactiver leur contrat plus tôt. Quand la tempête sera passée, ils vont revenir. Mais en fait, j'en sais rien. C'est un gros pari là. Puis quand un client décide de mettre son forfait sur pause, c'est minimum 1 500 $ par mois qui sont mis sur pause. Puis je parle de un client. Donc, t'en as 10, ça fait 15 000 $ par mois. Ça fait un méchant trou. Et là, tu ne sais pas combien de temps les clients vont mettre ça sur pause. On a opté pour l'option flexibilité. Donc, en gros, on s'est dit, OK, il le met sur pause, parfait. On espère qu'ils vont revenir rapidement. Ça a été payant parce qu'en réalité, sur 70 clients, 72 clients en référencement naturel et je devais en avoir à peu près 80 en publicité en ligne. Donc, c'est des clients récurrents, on va dire. Donc, mettons 150. Je crois que j'en ai perdu 2. Moi, je m'attendais à perdre à peu près 10 à 15%. J'en ai perdu 2. Et en fait, ils sont pas revenus parce qu'ils ont fait faillite. Ayez une vision long terme, c'est super important parce que les gens vont se souvenir, de comment vous vous êtes comporté quand c'était la panique justement. Donc, cédez pas à la panique. Oui, il y a des gens qui vont abuser. Il y en a qui vont en profiter pour casser leur forfait, vous payer plus tard. Mais sachez que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez vous en souvenir au moment où la tempête va passer. Donc, ayez toujours une vision long terme. Retenez aussi comment ça s'est passé, qui s'est comporté de manière raisonnable, on va dire, et qui ne l'a pas fait. Mais je vous garantis que vous allez vraiment être récompensé parce que vos concurrents, s'ils ne le font pas, ils vont tout simplement vous envoyer des clients. À un moment, ces clients-là, de toute façon, ils vont avoir besoin de vos services ou de vos produits. S'ils ont mal été traités à la concurrence, c'est clair que par vengeance ou par rancœur, ils vont partir et vous avez juste à ouvrir les bras pour les accueillir. 6e conseil, soyez flexible. Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais en gros, lorsque on n'a pas le gros bout du bâton, comme on dit, donc le rapport de force est inversé, c'est plus les clients, on va dire, qui sont en rapport de force. C'est là où on sort des petits incitatifs. Donc peut-être accepter des facilités de paiement, des échéances de paiement un peu plus lointaines. N'hésitez pas à faire des cadeaux aux clients, encore une fois. Il n'y a rien de pire que d'avoir du monde qu'on veut, qu'on doit payer, mais il se tourne un peu les pouces. Il y a une grosse différence, il faut bien comprendre, entre faire du profit puis payer ses charges. Par exemple, si on est dans une situation où franchement ça va pas super bien, on fait pas full profit, puis là, admettons un site internet, je sais pas, de base, 5 000 $, on fait quasiment opération blanche, on paye les charges, puis 6 500 $, 7 000 $, on fait du profit. Et là, moi, j'ai pas beaucoup de demandes en ce moment parce que voilà, les gens sont un peu craintifs, etc. Je pense que ma stratégie, ça va être de vendre mes sites à 5 000. Alors, je fais pas de profit, mais je paye mes charges et je peux garder mes gars. Et une fois que le planning est plein, c'est parce que c'est le principal au final, c'est de les conserver. Là, je peux commencer à réaugmenter mes prix à 5 500, 6 000. Donc, en gros, si en temps normal, je vends mes sites 8 000, mais que je sais que mon coût de revient, c'est 5 000, donc du coup, connaissez votre coût de revient pour chaque produit, ça va vous permettre de voir un petit peu la latitude que vous avez et d'y aller en fait de façon stratégique et de payer vos charges. Donc, c'est là où vous pouvez faire justement des cadeaux, vous pouvez, voilà, comme je disais, baisser vos prix, etc. pour
survivre, tout simplement. Ce qui m'amène au 7e point qui est complètement lié, calculer votre marge. Avoir une marge de 25%, de 30%, de 50%, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une marge de 3%. Si vous faites 25% de profit sur vos produits et services, vous avez un méchant avantage concurrentiel parce que vous pouvez vous permettre de baisser vos prix de 25% sans être en perte. Donc, identifiez chaque produit. Ça vous permet d'identifier les cadeaux que vous pouvez faire sur chaque produit ou sur chaque service pour connaître votre marge de manœuvre et clairement adapter votre stratégie de communication en fonction des produits les plus rentables, en fonction de cette nouvelle réalité temporaire, on l'espère, pour justement être capable de survivre. 8e et dernier point, sortez de votre zone de confort. Je pense que si vous mettez en place tous les points que j'ai cités précédemment, vous allez clairement être hors de votre zone de confort. Mais clairement, quand l'économie tourne, on choisit ses clients, on impose un petit peu ses délais, ses prix, on fait un peu sa princesse. Ouais, c'est cool. Mais là maintenant, essayez de voir, ok, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, on va dire, pour mes clients? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment être sûr de les conserver? Alors ça va pas vous plaire et ça plaît à personne, une période de récession encore une fois. Mais l'objectif là n'est même pas de croître, n'est même pas vraiment de faire du profit. L'objectif c'est de survivre et puis de laisser les autres crever pour qu'ensuite on puisse aller récupérer tout le profit finalement qu'on n'a pas eu. Parce que si mine de rien vous passez de 10 concurrents à 4 concurrents parce que vous avez tenu votre bout mais qu'il y en a 6 qui sont morts, mais vous allez faire full profit ensuite une fois que la récession elle va s'arrêter. N'hésitez pas à sortir de vos zones de confort, à accepter des projets ou des clients que vous n'auriez pas accepté en temps normal. Peut-être que ces clients-là qui ne vous intéressent pas, dépendamment de comment évolue la situation, vous serez peut-être bien content de les avoir malgré tout. Donc encore une fois, on fait pas sa princesse, on accepte tout ce qu'on peut. L'important c'est d'avoir des clients, que le business continue de tourner. Voilà, donc c'est mon avis, mes conseils concernant la récession qui peut-être s'en viendra jamais et on l'espère. En attendant, si c'est le cas, j'espère que ça aura pu vous permettre de vous préparer, que ça pourra peut-être même vous permettre de passer au travers. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour acquérir de nouveaux clients, de nouvelles stratégies d'acquisition client, My Little Big Web est spécialisé là-dedans. Donc, on prend son téléphone, on prend son clavier, on nous contacte. C'est sûrement moi qui vais répondre au téléphone ou qui vais répondre à votre courriel, donc n'hésitez pas.